Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À ma grand-mère, Aïssatou Dibordiouf. Remerciements. L'une des idées développées dans ce livre est que chaque individu aligne sa position spirituelle et sa position physique, dès qu'un décalage entre les deux existe. Cela implique que tout mouvement-action, physique ou spirituel d'un individu n'est pas une bienfaisance pour l'unité de vie bénéficiaire, mais une bienfaisance pour lui-même. Aussi, ne sommes-nous pas tenus de remercier un individu qui aurait eu un mouvement qui nous est favorable? Je me permets de déroger à cette idée. La présente contribution à la pensée collective, visant à réduire l'ignorance des humains qui freinent leur liberté, a été préparée en utilisant les fruits de ma coopération avec des unités de vie humaines, animales, végétales et minérales avec lesquelles j'ai été en contact durant mon expérimentation de la vie. Je suis matériellement incapable de les nommer individuellement. Elles s'identifieront quand elles liront ces pages. Je les remercie. Préface. L'humain, un être complexe, a en un certain moment de son évolution perdu de vue le dessein premier de son existence: la conservation de la vie et la continuité de l'espèce humaine. À travers ce livre, Ngor nous rappelle l'objectif fondamental de l'expérimentation humaine de la vie. Partant des relations de l'homme avec la nature, avec l'environnement, ce livre expose la manière dont l'unité d'expérimentation humaine considère celui-ci. Elle s'y sent à part, voire supérieure, au point d'agir de manière démesurée et déraisonnable sur celui-ci. Ce qui est une menace réelle au but premier de l'homme. Un autre aspect du livre est la relation de l'homme avec lui-même. L'homme a créé de son propre chef des forces qui à tout instant lui causent des problèmes et l'empêchent de vivre utilement. En effet, l'homme s'est créé des besoins inutiles et il court derrière eux tout le long de son existence. Ayant créé ces forces, il ne vit pas utilement, sa consommation augmente et il nuit à son environnement et donc se nuit, car Ngor nous signale que nous sommes une partie intégrante de l'environnement. Tout ce qui le touche nous touche. L'auteur nous plonge également à l'intérieur des structures qui réglementent la vie en communauté. Il va de la relation bilatérale, entre deux unités d'expérimentation humaine de la vie, à la relation multilatérale, famille, État-nation. Ce livre expose les différentes structures de l'humanité, les lois et les forces qui régissent ce que l'homme est capable de contrôler et ce qui échappe à son contrôle, phénomène social. L'humanité doit s'arrêter un moment, le temps de lire ce livre pour se rafraîchir la mémoire et défaire la part des choses pour distinguer son dessein primordial de ce qui a été créé après et qui le surcharge. La conservation de la vie doit primer sur tout. On doit prendre conscience des menaces qui pèsent sur la continuité de l'espèce humaine. Et seule la source anthropologique est à évoquer dans cette menace. L'homme, avec sa soif de reconnaissance et sa tendance à se considérer comme important, va jusqu'à menacer sa propre existence. L'envie d'être reconnu, de montrer sa capacité, sa grandeur lui coûte son bien-être, son bonheur, sa conservation et même sa continuité. Le bonheur tel que décrit dans ce livre n'est pas dans l'avoir, ni dans ce que l'on montre, mais plutôt dans l'être. Le bonheur vient de l'intérieur et non d'une quelconque reconnaissance extérieure. Ce que les hommes oublient la plupart du temps. Aussi, pour combler ce manque, ils se noient dans le matérialisme et la dérive. Comme conséquence, il y a la création des échelles sociales, la structure dominant-dominée. Cela se représente jusqu'à la structure unitaire de la société, qui est la famille. Pour résoudre ce problème, Ngor nous incite à nous attaquer aux causes et non nous attarder aux conséquences. Aussi, il ne faut pas restreindre le champ des sources d'où peut venir la solution. Certes, revenir en arrière pour réparer les erreurs est de l'ordre de l'utopie, mais contrôler ce qui est à venir est tout à fait possible. Le maître mot est de vivre utilement et de se décharger du poids superflu que nous supportons, et qui éclipse notre épanouissement dans un univers aussi parfait. Aligner notre position spirituelle et notre position physique s'avère aussi primordial. Mais encore faut-il régler judicieusement sa position spirituelle. Gora Fall, ingénieur couturier, chef d'entreprise. Première partie. Chapitre 1. Chef d'accusation. Création de 3 forces qui anéantissent l'espèce humaine. Qui est qualifié pour dominer les hommes?
sinon ceux qui dominent leur conscience et disposent de leur pain. Dostoïevski, 2008, page 359. C'est avec désespoir que nous le constatons. La prophétie de George Orwell dans son livre 1984 est en train de se réaliser. La continuité de l'espèce humaine est actuellement menacée plus qu'elle ne l'a jamais été durant toute son histoire. En effet, les humains s'entretuent sans raison partout dans le monde. Une grande partie des individus ne procurent pas à leur corps les nutriments, eau, protéines, minéraux, nécessaires à son maintien et à leur esprit les émotions favorables à son bien-être. Partout les humains ont coupé les liens qui les unissaient les uns les autres et se séparent par des murs de haine et de mensonges. Des humains ont le pouvoir sur d'autres humains qu'ils maintiennent en esclavage, et la grande majorité des humains survit dans certaines situations où leur qualité d'humain est en permanence remise en cause et manque cruellement d'espoir en l'avenir. Bref, les humains ne sont plus capables de sentiments humains ordinaires. Eux ne sont plus capables d'amour, d'amitié, de joie de vivre, de rire, de curiosité, de courage, d'intégrité. Orwell, 1981, page 362. Le désespoir émousse le sens de la vertu chez un homme. Plus rien n'a d'importance pour lui. Il fera n'importe quoi pour y échapper, voler, commettre des actes de violence, ou peut-être essayer de s'oublier dans la débauche. Griffin, 1962. Êtes-vous surpris ? J'imagine que oui, mais c'est la triste réalité. Nous vous demandons juste de penser de façon intègre à votre expérimentation de la vie, à votre relation avec vous-même, à votre relation avec vos partenaires, conjoints, parents, enfants, d'expérimentation de la vie, à votre relation avec les membres des communautés, quartiers, villages, usines, nations, auxquelles vous appartenez, à vos relations avec les humains habitant des contrées lointaines, australiens, chiliens, à vos relations avec les humains qui ont fini leur expérimentation de la vie, mort, et avec ceux qui n'ont pas encore commencé la leur, futurs nés, à votre relation avec les autres unités d'expérimentation de la vie, les minéraux, les végétaux, les animaux. Nous risquons d'affirmer que vous ne serez plus surpris, et vous ne serez pas satisfait de la situation actuelle de l'espèce humaine. La question que vous vous posez naturellement est comment l'espèce humaine a pu arriver au point de menacer sa propre continuité. C'est une question valide, car le bon sens n'admet pas l'autodestruction préméditée. Oui, mais l'espèce humaine n'a pas de bon sens, n'est pas intelligente. Elle a créé de son propre chef 3 forces qui sont en train de faire de chaque humain un esclave. Ces 3 forces sont la force sociale, la force économique et la force politique. Ces 3 forces ont été créées par tous les humains, suivant la société que vous retenez. Présentement, elles sont gouvernées par quelques humains qui dans certains cas ne sont même pas membres des sociétés concernées. Ces humains ce sont des maris, des mamans, des épouses, des enfants. Ces esclavagistes des temps modernes sont aidés dans leurs tâches par des hommes et des femmes qui ne font que ce que la société leur a appris à répéter, qui s'abstiennent de parler et de s'opposer malgré qu'ils comprennent les dommages de cela sur la masse des humains. D'après George Orwell, les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement, et elles ne se révoltent jamais par le seul fait qu'elles sont opprimées. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas d'éléments de comparaison, elles ne se rendent jamais compte qu'elles sont opprimées. Orwell, 1981, page 294. Ces esclavagistes sont des capitalistes. Ils manipulent, imposent leur force parce qu'ils disposent au moment opportun, du temps et de l'espace, de la ressource fondamentale pour la production des nutriments et des plaisirs indispensables au corps et des émotions nécessaires à l'esprit. Jadis, ils étaient des capitalistes de la terre, puis des capitalistes de la finance. Aujourd'hui, ils sont des capitalistes de l'intelligence, c'est-à-dire les capacités de s'adapter à l'environnement. Ils savent qu'ils n'ont plus besoin de commander à la matière, la finance et la terre. Car en commandant à l'esprit, l'intelligence, ils commandent à la matière. Pour eux, le pouvoir à chercher et à détenir est le pouvoir sur les hommes et non celui sur les choses. Orwell, 1981, page 375. Nous les désignons comme les capitalistes de l'intelligence sociale, de l'intelligence économique, de l'intelligence politique. Les parenthèses sont de l'auteur. Selon nous, de toutes les aristocraties, les capitalismes, qui ont opprimé chacune à leur tour et quelquefois tout ensemble la société humaine, cette soi-disant aristocratie capitalisme de l'intelligence est la plus odieuse, la plus méprisante, la plus impertinente et la plus oppressive.
L'aristocrate, le capitaliste nobiliaire vous dit « Vous êtes un fort galant homme mais vous n'êtes pas né noble ». C'est une injure qu'on peut encore supporter. L'aristocrate, le capitaliste du capital, de la finance, vous reconnaît toutes sortes de mérites, mais ajoute-t-il, vous n'avez pas le sou. C'est également supportable, car ce n'est au fond rien que la constatation d'un fait qui dans la plupart des cas tourne même comme dans le premier à l'avantage de celui auquel ce reproche s'adresse. Mais l'aristocratie, le capitalisme de l'intelligence vous dit « Vous ne savez rien, vous ne comprenez rien, vous êtes un âne, et moi, homme intelligent, je dois vous battre et conduire. » Voilà qui est intolérable. Bakounine, 1869, Les endormeurs. Ces nouveaux capitalistes pensent qu'ils sont en dehors de la masse esclave, hélas, ils se trompent. Ils sont aussi esclaves que la masse. Du fait de l'unicité de l'espèce humaine, si un seul est, tout le reste est. Ces trois forces ont pour l'heure agi séparément ou collaboré épisodiquement. Quand elles collaboreront de façon plus régulière, ça sera l'avènement de la disparition pure et simple de l'espèce humaine, comme nous la connaissons. Considérant les dommages l'humain, a déjà occasionné à chaque individu et les dommages prévisibles, l'humain est mis en accusation et comparé devant son tribunal interne. À force sociale. La force sociale gouverne les relations directes entre les humains. Elle a pour finalité de conduire la masse d'esclaves à avoir l'amour de sa servitude. Elle agit sur l'esprit. Elle utilise une technique qui consiste à modifier le sens de la réalité. La force sociale est composée de la culture, de la tradition, de la rue, de l'école, des médias, presse, télévision, Internet. B. Force économique. La force économique gouverne les relations d'échange des ressources nécessaires à l'expérimentation de la vie. Elle a pour finalité de faire accepter à la masse qu'un droit sacré octroie à une faible partie des humains un privilège sur les ressources de l'environnement et en exclut la masse. Elle agit sur le corps. Elle utilise une technique dénommée le marché. Elle est composée des multinationales qui sont des concentrations de la propriété des ressources de l'environnement, réparties entre quelques humains. Ces forces politiques. La force politique gouverne l'administration des domaines de l'expérimentation de la vie que des humains mettent en commun dans le cadre d'une société, association. Sa finalité est de contraindre la masse à s'exécuter dans la peur et dans la crainte. Elle agit sur l'esprit et sur le corps. Elle utilise une technique dénommée la police. La force politique est composée de l'État qui regroupe le législateur, fixation de ce qu'il y a à faire, le magistrat, exécution des lois, et le juge, vérification. Nous rappelons qu'il y a un État à chaque fois qu'il y a une société. État-nation, État-famille. Chapitre 2, Notre témoignage. To sin by silence when we should protest makes cowards out of men. Ella Wheeler WLLCOX, Protest, Poems of Problems, 1914. Cité dans Martin 2008, page 409. Face aux constats généraux présentés ci-après, et considérant les principes environnementaux évoqués ci-dessous, nous nous sommes mis à la quête de solutions potentielles pour aider le genre humain à se sauver. Pour nous, la solution viable est de faire comprendre au maximum d'humains la situation actuelle de l'espèce humaine au regard des possibilités d'assurer sa continuité. Nous sommes convaincus qu'en augmentant le nombre des humains qui comprennent cette situation, nous arriverons à avoir une taille critique qui fera basculer, dévier la direction prise par l'espèce humaine. Nous savons qu'en physique, en utilisant un levier, il est possible de diriger une matière, de masse et de volume très élevés. Nous voulons appliquer cette loi. La question qui se pose est la suivante. Qui va faire comprendre aux humains que le système ne fonctionne pas? Nous pensons que ça doit être un individu qui n'est pas encore affecté par le système, car nul n'en est à l'abri. Pour être cette personne, nous avons accepté de témoigner, en tant que témoin oculaire, au cours du procès de l'humain devant son tribunal interne. À référentiel utilisé. Les angles d'attaque, liberté, justice, dignité, patriotisme, religion, pour analyser la situation présente de l'espèce humaine sont multiples. Ainsi, il devient très difficile, voire impossible de trouver un consensus sur les résultats d'analyses divergentes, en l'absence d'un référentiel harmonisé.
Pour lever cet obstacle, nous utiliserons les sciences physiques. Sur le plan purement physique, nous savons que deux événements ne peuvent pas se produire en même temps, au même lieu et se rapporter au même phénomène. Donc, il y a forcément une succession des événements. Pour nous, l'événement ou le principe à considérer en premier lieu est la continuité de l'espèce humaine. En effet, dès que l'espèce humaine n'est plus, de corps ou d'esprit, plus aucun autre élément, richesse économique, pouvoir politique, beauté, n'a du sens. Un référentiel d'analyse permet de résoudre plusieurs difficultés liées à la comparaison et à l'évaluation des actions et des croyances des individus, des civilisations. En considérant la continuité de l'espèce humaine comme base de référence, il devient possible de faire une analyse de toute croyance, action, de n'importe quel individu, société, civilisation sans être qualifié d'ethnocentrique, de raciste ou de nationaliste. Il devient également possible de juger toute loi sociale de n'importe quelle société en toute objectivité. Sous ce référentiel, par exemple, pour définir la pauvreté, nous pouvons dire que est pauvre l'humain qui n'est pas en mesure d'assurer sa conservation. B. Sujets évoqués. Lors de notre témoignage, nous parlerons de la vie, de l'humain, de l'environnement et de la société. Pour chaque élément, nous évoquerons ce qui relève de l'essence, c'est-à-dire les qualités que l'humain a reçues, que son éducation et les habitudes ont pu dépraver, mais qu'elles n'ont pu détruire, et ce qui est actuellement. Nous mettrons en exergue les lois environnementales, mais pas les évidences environnementales, égalité entre les unités de vie. Ces finalités de notre témoignage. En reprenant Alfred Adler, nous dirons que notre témoignage voudrait servir à éclairer le sentier du genre humain. La connaissance des principes sur la vie, sur l'humain, sur l'environnement, sur la société permettra à l'humain de prendre conscience du cours de son expérimentation de la vie. Celle-ci ne dépendra plus d'une suite ininterrompue de causes et effets, et l'humain de la génération présente pourra alors assumer pleinement sa destinée, et écrire l'histoire de son expérimentation de la vie et arrêter de vivre l'histoire d'une expérimentation de la vie. Deuxième partie. Chapitre 1. Constats généraux. La grandeur d'une société et d'une personne est de préserver sa capacité à prendre distance par rapport à l'ordre établi, à le critiquer et le cas échéant, à s'y opposer. Inconnu. L'humain est une unité d'expérimentation de la vie qui est constituée d'une âme, d'un corps et d'un esprit. Les deux derniers constituent ce que nous appelons le véhicule de l'âme. Avec les autres unités d'expérimentation de la vie que sont l'unité animale, l'unité végétale, l'unité minérale, elles constituent l'environnement. L'environnement a sa propre finalité, à laquelle toutes ses composantes contribuent. Aucune unité d'expérimentation de la vie n'existe intrinsèquement, elle existe à travers la finalité de l'environnement. Par ricochet, les composantes de chaque unité d'expérimentation de la vie existent à travers la finalité de celle-là. Chaque élément qui existe dans l'environnement a un autre élément comme sa finalité, et est une finalité pour un autre élément. Cette chaîne de relations fait que tous les éléments sont liés. Que les liens soient courts ou longs, tendus ou souples, ils sont toujours là. Figure 1. Schéma de relation entre les matières. L'espèce humaine en tant que composante de l'environnement doit demeurer tant que l'environnement aura besoin d'elle pour réaliser sa finalité. Par conséquent, elle doit assurer sa continuité. Pour contribuer à la réalisation de la finalité de l'environnement, l'âme doit réaliser son œuvre et pour cela elle utilise le corps et l'esprit. Aussi, le véhicule de l'âme doit-il se conserver suffisamment de temps et dans une condition favorable. Se conserver signifie garder intact le corps et l'esprit de l'humain, et pour ce faire, ceux-ci doivent vivre le bonheur afin d'éviter de se créer des poisons internes. Vivre le bonheur exige une condition obligatoire qui est de disposer de la liberté de faire ses propres choix en toute connaissance de cause. Figure 2. Finalité de l'humain et de l'espèce humaine. À continuité de l'espèce humaine menacée. 1. Humain est devenu un dual de l'environnement. Les nouveaux modes de vie qui ont investi le milieu, en subsumant les traditions populaires, sous le manteau de l'évolution,
on subvertit les rapports positifs entre l'homme et son cadre naturel en rapport d'adversité, géré pour le compte d'une nébuleuse d'intérêts matériels, politiques et idéologiques. Feuille 2000, page 95. La continuité de l'espèce humaine n'a de sens que s'il existe un environnement, avec lequel elle coopère et pour lequel l'espèce humaine contribue à la réalisation de la finalité. Au lieu de coopérer, l'espèce humaine concurrence l'environnement alors qu'elle en fait partie. Elle a décidé d'utiliser l'environnement dans une approche de possession, de puissance au lieu d'une approche d'utilisation. De par cette attitude d'arrogance, elle se croit supérieure à l'environnement. Insensée qu'elle est, elle oublie qu'elle fait partie de l'environnement et qu'il est physiquement impossible d'être supérieure au tout dont on est une partie. Toute action qu'elle porte à l'environnement, elle la porte à elle-même. Se considérant comme un dual en ne se souciant que de son bien-être immédiat, l'espèce humaine a bouleversé le fonctionnement de l'environnement, extinction d'espèces animales, déforestation, pollution, qui étaient favorables à sa continuité. Elle fait trop confiance à ses capacités à trouver des solutions aux problèmes qu'elle cause. Certes, son génie lui avait permis de surmonter des défis que ses ancêtres avaient qualifiés de critiques pour la continuité de l'espèce. Mais ce qui était valable des siècles auparavant ne l'est plus. En effet, la population mondiale s'est considérablement accrue, l'information circule de plus en plus vite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.